Bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Soyez les bienvenus au niveau cyber meeting. Nous vous remercions d'être venus ce matin. Je suis Thomas Hervouet-Casmi. J'anime depuis 4 ans le think tank Cybersécurité, l'association de veille pour dirigeants InnoCherche. Au sein du think tank, nous regroupons des problématiques récurrentes dans des trends. L'idée de ce cyber meeting ce matin, c'est de vous donner des solutions innovantes pour vous aider à résoudre des problèmes concrets. Au premier trimestre a eu lieu le trophée cybersécurité InnoCherche avec la participation de nombreuses startups, dont les invités de ce matin. Je suis ravi d'inviter ce matin Olivier, CTO d'Ogo Security, prix du public au trophée cybersécurité InnoCherche 2020. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas, je suis CEO. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Excuse-moi. Enfin, ça, le CTO de la société PitchBoy, PitchBoy simulateur de conversation intelligent. Bonjour Avidu. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Voilà, donc normalement, vous devriez voir mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, mais on ne voit pas tes slides. On ne voit pas de slide, mais un fond d'écran. Mais on ne voit pas mes slides, mais on voit un fond d'écran. D'accord. Donc normalement, c'est que c'est bon. Vous êtes bien vous êtes bien dessus. Là, vous voyez mes slides. Oui. Oui. D'accord. Donc vous êtes bien sur mes slides. C'est parfait. Je vous informe quand même. Donc on a rassemblé les questions que vous posez. Nous avons choisi 4 questions, les 4 questions les plus importantes à votre niveau. Bien sûr, vous pouvez contacter directement Olivier et Ravidu après cette session. Je vous ai mis leurs coordonnées sur le côté droit de l'écran. Sur le côté gauche, vous avez un accès direct au programme et à l'ensemble des statistiques présentées lors de cette session. Je vais présenter rapidement le sujet. Voilà, donc là, à l'écran, vous voyez ce que voit une voiture Tesla. Vous êtes au volant de la Tesla. L'intelligence artificielle qui est aux commandes. Cette intelligence artificielle est du machine learning. Le machine learning analyse l'ensemble des milliers d'informations collectées en temps réel par le véhicule et permet de vous conduire en lieu sûr de manière sécurisée. C'est un premier type d'intelligence artificielle. Vous avez également Snapchat qui est utilisé par des millions de personnes tous les jours. Lorsque vous utilisez Snapchat, vous appliquez à votre visage du maquillage ou des effets particuliers autour de vous ou sur vous. Toute cette dynamique est animée par de l'intelligence artificielle. Vous allez me dire, finalement, si on n'est pas Tesla ou Snapchat, on ne peut pas finalement utiliser de l'intelligence artificielle. Si, en fait, vous pouvez, dans la mesure où certainement dans votre téléphone portable, vous avez l'intelligence artificielle de votre assistant vocal. Cet assistant vocal, il peut même être en dehors de votre téléphone portable sous la forme d'un Google Assistant ou sous la forme d'Alexa d'Amazon. Tous ces outils ont pour particularité d'analyser votre voix, d'utiliser des modèles de machine learning et de pouvoir finalement répondre à vos attentes ou à vos demandes. Cette réalité quotidienne, elle s'est, je dirais, au niveau industriel banalisée. On voit qu'en 2016, cette technologie était une technologie disruptive. On peut constater que actuellement, c'est devenu une technologie banale au sens où de nombreux acteurs se sont positionnés sur cette technologie. Cette technologie, par ailleurs, vous, en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise, en tant que start-up, vous pouvez l'utiliser comme levier de croissance, comme levier de différenciation. C'est une véritable opportunité business mise à disposition par les grands acteurs du cloud que sont Amazon, Microsoft, Google et IBM. Donc, tous ces acteurs vous proposent l'intelligence artificielle appliquée à l'image, l'intelligence artificielle appliquée à la voix et également le moteur de machine learning qui, comme je disais, est une des formes de l'intelligence artificielle. Je vais poser donc le sujet de ce matin.
pourquoi votre IA est-elle au cœur de votre cybersécurité? J'ai invité ce matin donc deux spécialistes du sujet, Olivier et Ravidu. Je vais donner la parole à Ravidu, qui en tant que CTO de PitchBoy, simulateur de conversation intelligent, utilise l'intelligence artificielle au cœur de son produit. Ravidu, en tant que CTO, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors effectivement, Thomas, la cybersécurité, l'IA est au cœur de la cybersécurité tout simplement parce que la stratégie produit de PitchBoy met l'IA au centre du produit. Alors PitchBoy est un simulateur de conversation qui permet aux collaborateurs de s'entraîner librement à développer les bons réflexes. Notre solution permet une immersion totale dans un environnement de travail réel. Toutes nos simulations sont accessibles directement depuis un navigateur web. Donc, lors d'une simulation, notre IA pilote les interactions à la voix en fonction de paramètres métiers et à la fin de chaque simulation, fait des feedbacks personnalisés. Donc, les utilisateurs sont donc formés de manière efficace, ludique, bienveillante, avec un droit à l'erreur. Notre IA est donc au cœur de notre produit et il a donc semblé normal de construire la sécurité de toutes nos applications en fonction de cette IA. J'aimerais rajouter, pour nous, la formation est stratégique pour une entreprise. C'est pourquoi notre outil met l'IA au service de la formation pour améliorer la montée en compétences. Aujourd'hui, on dépense des fortunes en formation chaque année sans en mesurer le ROI et notre solution améliore cette situation. Il se positionne comme un outil de prise de décision et de mesure du ROI. C'est donc un outil indispensable pour la stratégie de formation. Oui, donc si je comprends bien, PitchBoy utilise un moteur d'intelligence artificielle appliqué à la voix et de par son application stratégique, à savoir la formation, elle devient quelque part au cœur de la stratégie de formation de tes clients. Exactement. Merci Ravidu. Je vais me tourner vers Olivier, CEO de Dogo Security. Ta société, elle utilise un moteur d'intelligence artificielle appliqué à la cybersécurité elle-même. Est-ce que justement, tu peux nous détailler cette approche? Tout à fait, Thomas. La première chose, c'est avant de parler de ce qu'on fait, je voulais faire un petit rappel ce qu'était la cybersécurité aujourd'hui, ce que j'appelle la cybersécurité traditionnelle, c'est-à-dire il s'agit d'une cybersécurité à la recherche de l'attaque ou à la recherche de la vulnérabilité. Sur le travail des analystes aujourd'hui, des experts en cyber, c'est de protéger le système d'information, que ce soit d'une grosse entreprise ou d'une moyenne entreprise. De toute façon, c'est toujours le même travail, c'est protéger, détecter s'il y a des vulnérabilités, réagir en cas d'attaque, rétablir le système d'information, etc., identifier l'attaque pour mieux travailler. C'est à la fois un travail laborieux et fastidieux avec deux grosses conséquences. La première, une conséquence technique qui est que il faut d'abord avoir des analystes cybersécurité chez soi, au sein de son entreprise, avec la possibilité de générer avec l'obligation de générer des règles, avec le risque de générer des faux positifs et souvent un manque de réactivité. C'est-à-dire que plus les attaques avancent, plus les vulnérabilités sont annoncées, plus il faut être réactif. Et ça devient un problème parce que le travail de l'analyste est très vite débordé. La deuxième conséquence, c'est qu'il faut avoir des budgets. Parce que protéger son système d'information, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut aussi acquérir des solutions qu'il faut maintenir, administrées par les analystes de sécurité. Et on revient sur une boucle laborieuse, à la fois en termes d'administration et à la fois en termes d'analyse journalière et régulière du système d'information. L'application de l'IA dans la cybersécurité, c'est un peu un gros changement de paradigme. C'est ce qu'on a appliqué, nous, chez Ogo, c'est-à-dire qu'on utilise l'intelligence artificielle pour protéger un site web, par exemple, ou une application web, et on va chercher plutôt ce qui est normal. C'est-à-dire que l'IA, son rôle, c'est d'apprendre comment se comportent les utilisateurs, comment se comportent les visiteurs d'un site web ou d'une application web, jusqu'à en définir un comportement normal. Et tout ce qui va sortir de cette normalité sera considéré comme une attaque ou potentiellement comme une attaque. Après, l'IA va apprendre tout doucement à vraiment faire la différence entre ce qui est suspect et ce qui est une réelle attaque. Ce qui rend
la cybersécurité complètement accessible. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'analystes en termes purs sur la protection, sur le management de l'outil de cybersécurité, puisque tout est automatisé. Mais ça ne veut pas dire qu'on remplace les analystes experts. Ça veut juste dire qu'on les accompagne, que l'IA devient un outil d'amélioration au jour le jour de la sécurité de l'entreprise. D'accord. Donc, tu nous annonces une véritable révolution, à savoir passer moins de temps sur les tâches laborieuses et plus de temps sur les tâches à valeur ajoutée, d'analyse, d'expertise, des analyses sécurité. Oui, c'est ça. L'IA rend plus facile, en fait, quelque part, la protection du système d'information. Plus facile et quelque part moins cher aussi, puisqu'on remplace une partie de l'humain par cette intelligence artificielle. D'accord. Ben, j'ai bien compris effectivement le côté stratégique de l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de vos deux produits. La question se pose, est-ce que quelque part, cette IA, en étant devenue stratégique, elle supporte des risques? Ravidu, en tant que CTO de PitchBoy, au quotidien, tu as identifié des risques. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience? Effectivement, lorsque nous avons conçu l'infrastructure pour supporter l'IA, nous avons pris en compte tous les risques potentiels. Mais comme nous traitons la voix, la compréhension du langage naturel et que notre IA apprend continuellement grâce aux données issues des simulations, l'un des points que nous surveillons est la qualité des phrases utilisées pour l'entraînement des modèles. Ces phrases ont une incidence directe sur les nouvelles versions du modèle et peut diminuer la qualité d'analyse. C'est une forme d'empoisonnement de notre IA qui, au fil des versions, n'arrive pas à comprendre de manière correcte. Pour éviter ça, nous avons donc deux versions qui tournent en même temps. Ça permet de mettre en exergue les problèmes d'une nouvelle version et de faire des correctifs pour les futures versions. En résumé, cela permet de détecter et de résoudre des problèmes de compréhension. Mais ça permet également de nous adapter aux évolutions des discours de nos clients. Et cela tout en protégeant l'IA de toute corruption de données. Donc, si je comprends bien, à ton niveau, le risque principal est identifié, celui de l'empoisonnement, et tu as déjà mis en œuvre une solution pour parer à ce problème. On va élargir la discussion avec Olivier, justement, en tant que CEO d'Ogo Security. Comment, justement, toi, tu cartographies les risques liés à cette intelligence artificielle? Alors, il y a trois risques principaux, on va en parler juste après, mais le premier problème qui arrive, c'est que quand une intelligence artificielle, et surtout sur un mode machine learning, vient apprendre le fonctionnement d'un système qu'elle veut protéger, par exemple en cybersécurité, elle va prendre une sorte de photo de l'état de votre système, ou ce qu'on appelle un snapshot sur une certaine durée, et tout ce qui va passer en trafic, en requête dans ce système sera considéré comme normal. C'est un peu le problème, c'est-à-dire que si vous partez d'un système qui est corrompu, s'il y a déjà eu des virus, des APT, des attaques dessus, l'IA, par son machine learning, va considérer que ses fondations, en fait, sont propres et donc elle va laisser automatiquement passer toutes les attaques. Donc la première règle, entre guillemets, c'est d'avoir un système nettoyé avant de passer en mode machine learning. Et on le voit après sur les autres attaques qui sont un peu la base de ça. C'est-à-dire qu'on a la première qui est l'empoisonnement dont on vient parler Ravidu, qui est de dire qu'en cours d'apprentissage, un hacker peut vous attaquer, peut injecter des mauvaises données dans votre système d'apprentissage pour changer le fonctionnement final de votre IA. On l'a vu en 2016 avec Microsoft qui a sorti son chatbot Tay. Et ben, ce chatbot a été attaqué en cours de son apprentissage, ce qui fait qu'il a eu des propos racistes lors de sa mise en œuvre, lors de sa mise en production. Le deuxième risque, il est très lié à la cybersécurité. C'est-à-dire qu'on le voit, c'est un peu les mêmes méthodes d'attaque qu'on a en cybersécurité. C'est-à-dire que face à une IA, le hacker, en général, va tenter plein de scénarios différents. L'objectif pour lui, c'est de faire parler l'IA pour savoir, au final, pour en déduire comment elle fonctionne, de telle façon à pouvoir passer ce que j'appelle entre les mailles du filet, et donc de lancer des nouvelles attaques, enfin des nouveaux scénarios qui seront considérés comme normaux par l'intelligence artificielle. Donc on aura des attaques qui vont passer. Le dernier point qui est sur la partie évasion rejoint un peu ta vidéo de départ. C'est-à-dire que
l'IA de Tesla, elle va reconnaître des panneaux de signalisation. Et l'idée ici, c'est de faire une sorte d'illusion d'optique, c'est-à-dire introduire des bruits dans l'image qui vont altérer la compréhension de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'un panneau stop avec du bruit risque de devenir un panneau speed 100 km/h ou 100 miles dans le cas de l'exemple. On le voit plusieurs fois, on l'a vu plusieurs fois sur le test de panneaux et de signalisation, mais on l'a vu aussi sur des images d'humains qui permettent de faire passer quelqu'un pour une autre personne. En fait. Donc le problème, c'est la reconnaissance de cette image par l'intelligence artificielle. Donc, si je comprends bien, les risques sont parfaitement identifiés. Il faut vraiment faire attention lorsqu'on installe l'intelligence artificielle et après, lors de l'exploitation, faire attention à l'empoisonnement, l'inférence, l'évasion. Donc, les risques sont parfaitement identifiés, mais en même temps, c'est vrai qu'on est chez InnoSearch et chez InnoSearch, la plupart de nos spectateurs, nos auditeurs, ils demandent le passage à l'acte. Concrètement, comment est-ce qu'on sécurise notre IA? Ravidu, en tant que CTO de PitchBoy, concrètement, comment est-ce que tu fais justement pour assurer la sécurité de la solution PitchBoy? Alors, concrètement, pour sécuriser l'IA, nous avons une authentification. Alors, chacun de nos clients, chez nos clients, chaque apprenant a un identifiant unique. Toute personne qui se connecte à PitchBoy a un token unique. Ce token est une clé d'entrée temporaire et unique à notre solution. Donc, cette phase d'authentification, cette première étape d'authentification délivre donc ce token. Et cette clé d'entrée temporaire va permettre de savoir qui utilise la solution, donc notre IA. Et cette méthode, du coup, sécurise la connexion entre nos serveurs et le navigateur du client. D'accord. Donc, si je résume bien, une première phase d'authentification pour identifier la personne et une deuxième phase où on utilise le secret échangé lors de cette phase d'authentification pour pouvoir autoriser l'accès à l'intelligence artificielle. Est-ce que je me trompe? Effectivement, ouais, carrément. C'est ça. Parfait. Merci Ravidu. Je vais me tourner du coup vers Olivier. Concrètement, comment est-ce que tu as organisé ta sécurisation de ton intelligence artificielle? Alors, le risque pour nous, l'objectif, c'était de protéger à la fois notre IA et à la fois son modèle décisionnel. C'est-à-dire qu'il y a deux axes. Il y a, dès la conception, il a fallu qu'on prenne des données pour entraîner une partie de l'IA, sur la partie machine learning, sachant qu'on a deux IA, on a deux moteurs d'IA. Et le point le plus important, c'était de valider ces données d'entrée. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher des validés de données d'attaque qui étaient sur le cloud, on n'est pas allé chercher des données qui étaient publiques. En gros, on a voulu s'assurer que toutes les données qu'on prenait étaient réalistes, vraies, et qu'on les maîtrisait. En fait. Donc ça, c'est la première chose qui nous a permis de mieux concevoir les algorithmes décisionnels et donc de mieux concevoir le modèle. Ensuite, en pure exploitation, on avait deux risques. Le premier, c'est la protection du moteur lui-même, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'on se fasse attaquer. Donc, on a protégé le moteur de telle façon à ce qu'il ne soit pas du tout attaqué de l'extérieur. Là, aujourd'hui, c'est plus une barrière, c'est un château fort qu'on a mis autour du moteur. Et la deuxième, c'est la décision elle-même de l'IA. Et pour régler ce problème, on a mis deux IA en parallèle, donc une IA redondée. Et chaque fois qu'une des deux IA prend une décision, si l'autre ne prend pas la même décision, on ne laisse pas passer. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'IA prendre une décision toute seule. On va la superviser tout au long de son process de décision jusqu'à ce qu'on ait toujours le même résultat. Ce qui fait qu'à terme, elle est devenue complètement autonome sur sa prise de décision. Je crois que là, nos auditeurs sont rassurés. Donc, il faut vraiment intervenir en amont lors de la conception et de la mise en place. Et ensuite, effectivement, lors de l'exploitation, être bien attentif à continuer à maintenir ces murs de défense. Nos auditeurs, ils ont une particularité chez InnoSearch, c'est qu'ils sont particulièrement appétents pour l'avenir et ils aiment avoir un peu de visibilité sur l'avenir. Lors de la préparation de ce cyber-meeting, on a échangé ensemble sur les nouvelles menaces. Et Ravidu, toi, en tant que CTO de PitchBoy, tu m'as dit qu'effectivement, tu en avais identifié quelques-unes. Je te donne la parole. Alors, oui, les trois menaces que j'ai identifiées, les trois vecteurs d'attaque contre l'IA que j'ai identifiés. Le premier étant l'infrastructure, donc l'attaque venant du réseau sur lequel l'IA opère. Cela peut le rendre inaccessible. Le deuxième vecteur d'attaque étant sur les données, une attaque sur les données qu'il exploite.
cela peut détruire ses capacités d'analyse. Et enfin, en dernier, le dernier vecteur d'attaque, une attaque sur ses capacités de réponse. Cela va permettre au hacker de récupérer les informations sensibles et permettre de déceler des failles techniques de l'IA. Donc, malgré le fait que l'intelligence artificielle est un domaine relativement récent, on s'aperçoit finalement que les anciens types d'attaques sont toujours d'actualité. Effectivement, carrément. Je vais me tourner vers Olivier. Tu m'as parlé d'IA qui attaquerait d'autres IA. On est en pleine science-fiction ou en pleine réalité. On t'écoute. Ouais, on est en plein Skynet, ouais, avec Terminator. L'idée, c'est que le hacker aujourd'hui, dans son travail, enfin dans son ancien travail, on va dire dans son travail aujourd'hui, c'est je scanne un système d'information, j'essaie d'en découvrir les vulnérabilités et après je tente mon attaque. On va dire que sur certains endroits, comme le dark web, il est possible d'acheter des IA complètement automatisées qui vont en particulier automatiser certains types d'attaques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir distribuer des malwares, distribuer des ransomware, voire directement utiliser l'IA pour tout le travail fastidieux, le même qu'on a vu côté protecteur, mais côté cette fois hacker, c'est-à-dire qu'il va automatiser sa recherche de vulnérabilité, il va automatiser sa distribution d'attaques, et tout ça de façon, entre guillemets, pas trop chère, puisque c'est sur le dark web. Face à ça, l'IA défensive, elle est devenue obligatoire, c'est-à-dire qu'en accompagnement de vos analystes, l'IA défensive a un gros avantage, c'est-à-dire qu'elle est performante. Ça, c'est les premiers avantages, c'est-à-dire qu'elle est rapide à la réponse, mais aussi, elle saura détecter ce qu'elle a en face d'elle. C'est-à-dire qu'une IA défensive est capable de dire, voilà, le comportement de l'IA, de la personne qui m'attaque, c'est soit une intelligence artificielle, soit un humain. Donc, automatiquement, elle va s'adapter, automatiquement, elle va encore avoir un peu d'avance par rapport à ces IA offensives, et elle sera beaucoup plus performante dans sa façon de répondre à ces attaques. D'accord. Donc là, véritablement, c'est terrifiant, mais en même temps rassurant. On voit qu'il y a une course de vitesse entre l'IA offensive et l'IA défensive. Là, on est sur le plan, je dirais, de la cybersécurité traditionnelle. Nous, c'est vrai qu'au sein d'InnoSearch, on intègre également la guerre informationnelle. Tu m'as parlé effectivement de cette généralisation sur le pan guerre informationnelle. Voilà, le deepfake. Alors, le deepfake, je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est cette nouvelle menace qui permet de modifier des fichiers audio ou des fichiers vidéo grâce à l'intelligence artificielle, notamment au deep learning. On l'a vu dans le passé, quelques vidéos assez drôles sur le sujet, mais c'est pas si drôle que ça, en fait, puisque on recense un certain nombre d'arnaques au deepfake et que ça devient la nouvelle menace. L'année dernière, on a eu une recrudescence de ce qu'on appelle la fraude au président. C'est-à-dire que l'année dernière, en 2019, nous avons une société britannique qui s'est fait arnaquer de 220 000 euros, je crois, juste par un coup de fil d'un président, alors qui n'était pas un président, mais qui était un deepfake, qui s'est fait passer pour un président et qui a réussi à détourner 220 000 euros de la société. Les analystes prévoient aujourd'hui que l'arnaque au deepfake devrait dépasser les 220 millions de dollars cette année, tellement elle vise non plus le système d'information, mais juste les employés. Donc, on va avoir une recrudescence des attaques à la fraude au président. On se fera passer, le hacker se fera passer pour quelqu'un d'autre pour arnaquer les gens. Face à ça, on a plusieurs initiatives, dont celle de Facebook, qui a donné ses résultats, je crois, fin avril ou début mai, je ne sais plus, qui nous dit que, en gros, aujourd'hui, Facebook est capable de détecter du deepfake avec une précision autour de 62% seulement. Donc, on est encore loin de se prémunir contre cette menace. Il faut donc travailler sur plus la partie éducation des employés, éducation des personnes dans l'entreprise pour éviter ce type de menace. D'accord. Donc, effectivement, la guerre informationnelle en ligne de mire. Je vais conclure rapidement. Donc, l'intelligence artificielle est un phénomène qui explose. Nos invités nous ont montré en long et en large les possibilités offertes en matière de cybersécurité par rapport à l'intelligence artificielle. Moi, je vous propose un formulaire pour nous faire parvenir vos feedbacks, vos impressions, vos demandes de contact avec nos invités. Nous sommes ravis de vous avoir eu ce matin avec nous pour écouter le conseil de nos experts. Merci Olivier.
Merci Thomas, merci à tous. Merci Ravidu et encore merci à tous d'être venus ce matin. À prochainement donc pour une nouvelle session du Cyber Meeting. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Merci.